Et on vous souhaite la bienvenue, les vrais bois, jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus. Alors je vous avoue, moi il n'y a pas un endroit où je me sens mieux qu'au salon de l'agriculture. Et voilà, alors, avec un public de dingue, mesdames et messieurs, avec un bienvenue. public énorme. Voilà, un public incroyable qu'on embrasse bien entendu. On est au salon de l'agriculture sur le stand de l'Aubrac en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Et venez en tout cas nous rencontrer et rencontrer ces formidables acteurs de cette filière incroyable. J'en profite pour dire que demain à 12h45, la directrice du salon de l'agriculture fera son premier bilan de la semaine dans la France, dans tous ses états, avec Perico Légas, bien entendu en direct sur Sud Radio. Et puis vendredi matin, la matinale avec Maxime Liedo qui sera sur le stand de la coopération agricole avec son invité, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Au sommaire, mon cher, de cette émission, et on rappellera nos invités dans quelques instants, le grand débat du jour, c'est l'agriculture française qui figure toujours parmi les plus puissantes d'Europe, première sur plusieurs filières stratégiques, le blé, la viande bovine, les produits laitiers et le vin, une diversité de production, un ancrage territorial dense et une industrie agroalimentaire qui pèse lourd aujourd'hui sur les marchés internationaux. Et on vous pose cette question, la France est-elle encore la meilleure agriculture d'Europe? Vous dites oui à 60%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis ce salon s'est ouvert sur une fragilité pour la filière cuir, entre crise sanitaire, fermeture d'abattoirs ou réduction du cheptel. La filière réclame la reconnaissance officielle du cuir comme matière biosourcée, un statut qui consoliderait fortement sa place dans l'économie circulaire. Et on vous pose cette question, l'artisanat du cuir français a-t-il encore un avenir? Eh bien vous dites non à 52%, il faut inverser la tendance au 0826 300 300 et bien évidemment sur Twitter, nos invités vont vous démontrer le contraire. Absolument. Et nos vrais voix du jour, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir cher Philippe. Bonsoir Philippe. Mes amis. Alors Philippe, dès qu'il y a du saucisson, il est là, il est comme Philippe David. Voilà. Oui, enfin, mais c'est une émission qui a été faite pour lui. Il y a l'Aubrac, il y a le cuir. Et il y a tout. Il y a tout. Il porte régulièrement. Voilà. non, ça c'est vous en soirée. Mais avec du clou dessus, des clous dessus. Non mais Philippe Bilger, on a des photos de vous, donc vous emballez pas. Votre surnom c'est Village People, rappelez-le. Et Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du REN. Ça va, monsieur Pomar? Vous êtes de toutes les fêtes, vous Oui. Non, je vais essayer de mettre peu d'ordre sur ce plateau parce que visiblement c'est en train de dériver. Donc, du calme, s'il vous plaît. Coach Abidjar, toujours comme ça. Lénaïg Manéac est avec nous, délégué général de la Fédération des cuirs et des peaux bruts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mathieu Causse est avec nous, président de la race Aubrac. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et puis Casimir Conquet, qui est président de la maison Conquet, mais en tout cas on parle de boucherie, de charcuterie de l'Aubrac. Bienvenue. Merci. Chez nous les amis, tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on le disait, la France est la première puissance agricole de l'Union européenne. Philippe Bilger, que représente pour vous l'agriculture en France? J'ai une grande passion pour l'agriculture pour des raisons familiales. Ma mère a été la première femme à importer des machines agricoles et j'ai toujours aimé le milieu de l'agriculture, la modestie des agriculteurs, leur puissance de travail, leur générosité. Et ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste des problèmes techniques dont vous allez nous parler. Mais en tout cas, je trouve absolument scandaleux l'opprobre dont une partie des pouvoirs publics ont sur l'agriculture en prétendant la défendre, mais en réalité en l'accablant. Alors, Bruno Pomar. Moi, je vous entends dire que... Maire d'une commune rurale pour encore peu de temps. Oui, dans le Lauragais, effectivement, il y a beaucoup de céréales là-bas. Mais moi, tous les copains agriculteurs que je rencontre, ils sont tous en train de crever la dalle. Alors, j'entends ce que vous me dites, qu'on a la meilleure agriculture d'Europe. Mais enfin, on est en train de tout perdre, quoi. Qu'on soit clair, on fait qu'importer des produits de tous les sens, du poulet, de l'agneau, etc. Et puis là, on se rend compte, j'entends que vous me disiez, on est les meilleurs du monde. Enfin, je ne sais pas ce que vont nous dire les spécialistes, mais j'aimerais bien les écouter sur le sujet. Alors, moi je crois déjà que qualitativement et en termes de santé, nous sommes les meilleurs du monde. Au-dessus, mais très au-dessus de tout le monde. Si je faisais une métaphore tennistique, on est comme Raphaël Nadal sur terre battue.
imbattable. Imbattable. Et c'est ça, parce qu'on a gustativement, en termes de terroir, que ce soit pour les viandes, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les alcools, que ce soit pour tout, nous sommes top niveau à tous les niveaux. Le seul problème, c'est que nos pouvoirs publics enquiquinent nos agriculteurs et que je suis certain qu'on pourrait faire 10 fois mieux. Attends Philippe, on fait qu'importer. Excusez-moi, mais on exporte aussi beaucoup. On va en parler dans quelques instants. Mathieu Causse, vous êtes président de la race Aubrac. Déjà, petit état des lieux de cette race. Est-ce qu'elle concerne et est-ce que c'est une filière, en tout cas, ou est-ce que c'est une filière qui aujourd'hui a besoin d'être soutenue? Alors la race Aubrac a connu des moments difficiles, fin des années 70, plan de sauvegarde, début des années 80, plan de relance. Aujourd'hui, par des choix stratégiques, on a su répondre à ces attentes sociétales. Donc on est une race allaitante rustique, donc issue du sud du Massif central, qui se développe bien. Il faut dire, pour essayer de repositionner les choses dans un contexte à l'instant T, la conjoncture économique nous est plutôt favorable en bovin allaitant, mais elle résulte d'un manque d'accompagnement, comme vous le disiez, des pouvoirs publics et qui, par un manque peut-être de vision à très long terme pour notre filière bovin allaitant, a réduit drastiquement le nombre d'agriculteurs et on arrive à une situation de manque, c'est-à-dire on n'est plus quasiment autosuffisant et donc on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Voilà, c'est assez catastrophique à ce niveau-là. Lénaïque Manéa, pour travailler le cuir, il faut une bonne matière première. Absolument. La matière première, c'est en particulier les bovins. Absolument. Nos agriculteurs, ils sont top niveau dans ce domaine. Oui, le cuir français est reconnu dans le monde entier, absolument. Et ce sont la diversité des races. Le veau, notamment en France, est quelque chose c'est une exception d'ailleurs dans le monde du cuir. Vous qui êtes avec nous, Casimir Conquet, vous êtes boucher charcuterie de l'Aubrac. Donc là, j'ai l'impression on a toute la filière finalement, c'est-à-dire qu'on a de l'élevage à la transformation jusqu'au cuir. C'est vraiment une filière entière. Tout à fait, c'est un trio. On fait vraiment cette formule de la fourche à la fourchette. On démarre d'un agriculteur qui va bien s'occuper donc de ces vaches Aubrac ou d'autres races. Oui. Et il faut que chaque intermédiaire fasse le travail à la juste valeur du produit qu'on met en place. Nous concernant, donc on est spécialisé sur la race Aubrac, une race rustique, comme on veut dire, une race très goûteuse. Ah oui. Grâce au travail de ces éleveurs. C'est ces éleveurs que je vais mettre en avant parce qu'on n'aurait pas des produits comme ça sans un bon éleveur. Une bonne viande, c'est un bon éleveur, un bon abatteur, un bon boucher, un bon cuisinier, un bon consommateur. C'est quoi un bon éleveur, Mathieu Causse? Un bon éleveur, c'est déjà un éleveur qui respecte ses animaux, la terre. Et au final, l'humain et sa production, et je reviens sur ce que vient de dire Casimir, l'interaction entre nos deux professions, elle est prépondérante. Le travail de l'éleveur, il peut être très vite réduit à néant si derrière on n'a pas des maisons comme la sienne qui savent mettre en valeur tout le travail et l'abnégation qu'ont les paysans à jour et nuit, entretenir ces territoires, et heureusement qu'ils sont là pour valoriser nos productions. Vous vouliez réagir, Bruno Pomar, tout à l'heure? Ouais, non, c'est juste une question par rapport à ce que vous disiez. Le manque d'accompagnement de l'État, c'est quoi? Vous voulez plus d'argent? Ah non, excusez-moi d'être un peu provocateur. Hein. Non, mais pas. Non, alors, tout le monde n'est pas comme vous, Bruno Pomar. non, mais je pense que voilà, la question, elle est très bien, ça arrive à point nommé. L'accompagnement, on a besoin d'une vision à long terme. On a abandonné l'agriculture française. On a donc préparé un effondrement démographique. Il est encore à venir. Hein. On a quasiment 100 000 exploitations qui ont plus de 55 ans. Alors les chiffres sont sûrement approximatifs, je ne suis pas un spécialiste, mais dans les 15 ans à venir, ce renouvellement des générations va poser problème. Donc on va avoir besoin de répondre à un enjeu sociétal qui est comment remplacer ces gens qui vont partir à la retraite. Et c'est le cas aussi dans la boucherie-charcuterie ou pas? Oui, effectivement, il nous manque d'artisans bouchers. C'est un métier de savoir-faire. Ah oui. Qu'on ne peut pas, on mécanise, mais on ne peut pas le mécaniser. Il faut apprendre ce métier-là. Et on a dénigré un petit peu l'artisanat en France. Et aujourd'hui, on a besoin de le remettre en avant, en valeur, en exergue. Combien il faut de temps pour être un bon boucher?
Alors, je pense qu'on peut apprendre toute une vie, Oui. pour commencer, parce qu'on n'est jamais au top de sa capacité, mais il faut au moins 3-4 ans pour faire un boucher de qualité. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos invités. On est ensemble avec Philippe David et l'ensemble de nos invités ici à l'Aubrac, en partenariat avec l'Alliance France Cuir, et on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Encore des imitations foireuses de Philippe David. C'est incroyable. Hein. Vous pouvez me refaire le i-an ? Je sais pas, parce que Ferland, c'est tellement naturel chez moi, comme vous le dites régulièrement, que... Ça qui est terrible. Une lucidité tardive. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, qui est avec nous, notre ami Bruno Pomaret, bien entendu, et nous a un invité ce soir de Casimir Conquet, qui est avec nous, président de la maison Conquet, boucher charcuterie de l'Aubrac. Mathieu Cos est avec nous, président de la race Aubrac. Et Lénaïg Manéa, qui est avec nous, délégué général de la Fédération des cuirs et des brutes. Je voulais revenir avec vous, Lénaïg, pour dire que, contrairement à ce que certaines personnes ont l'impression de penser, c'est qu'on ne tue pas les bêtes pour du cuir. Ça fait partie de la filière. Absolument, merci pour la question. Ouais. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes présents au Salon de l'Agriculture. C'est important pour nous de rappeler effectivement que le cuir est un coproduit de l'industrie agroalimentaire. On élève les bêtes, comme on le disait tout à l'heure, pour la viande, pour le lait également. Et nous valorisons, la filière valorise 100% d'un animal. Et nous, donc le cuir fait partie des coproduits du 5e quartier et nous le valorisons donc justement en cuir. La peau, fait partie des 5e quartiers qu'on valorise. Je dois avouer que pendant la pause, on nous a apporté des charcuteries de l'Aubrac. C'est de la charcuterie de bœuf de la maison Conquet. Dans l'esprit général, la charcuterie, c'est du porc. Vous faites du chorizo de bœuf, de la saucisse sèche de bœuf. Comment est-ce qu'on imagine ces produits et qu'est-ce qui explique cette qualité gustative? Bon, Philippe Bilger a mangé les 3/4 déjà. Alors, que vous nous avez apporté. Si j'ai pas pris 5 kilos par cuisse dans un instant, c'est que qu'est-ce qui fait cette qualité gustative qui est géniale? Cette qualité gustative est donnée, mais comme je dis, par l'animal lui-même. C'est vraiment la race Aubrac est une race rustique où on a un gras persillé très 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 goûteux. En fait, la carrière de l'animal se retrouve dans cette viande. Si elle a brouté de bonnes pâtures, avec une flore très diverse, si l'éleveur a pris le temps de s'occuper de sa vache correctement, pas de mauvais traitement, une vie saine, un éco-pâturage, au moment de la récolter, c'est un peu comme un fruit. C'est quand elle a fait une carrière qu'on récupère ce fruit-là. Et on va essayer de le valoriser au mieux et à 100% de sa capacité. Quand on parlait du cuir, aujourd'hui on a imaginé des charcuteries de bœuf pour arriver à cet équilibre matière. On part d'une masse globale, il y a des produits qui partent en fonction de la saison, le chaud, le froid, vous ne mangez pas les mêmes choses été que l'hiver. Et cette charcuterie permet de valoriser 100% de la bête toute l'année. Mathieu Goss, aujourd'hui le cheptel Aubrac, c'est combien de têtes à peu près? Il y a un peu plus de 270 000 vaches sur le territoire national. Donc c'est un cheptel qui a fortement progressé, puisque en 2000 on était à 100 000 vaches présentes. Donc c'est pour mettre en lien l'adéquation dans l'orientation de sélection de notre race par rapport aux attentes sociétales. C'est vraiment une race qui est en face avec ce que le consommateur attend. Et la France est le premier exportateur mondial de bovins vivants, ce qui est le cas aussi pour l'Aubrac. Oui, surtout alors vers notre premier client, c'est l'Italie, pour l'engraissement. Pour les broutards. L'engraissement des broutards, donc toute race confondue, et notre race n'échappe pas à cela. Donc beaucoup de nos broutards, donc la voie mâle, est engraissée en Italie. Lénaïg Manéa, avant de donner la parole à Philippe Bilger et à Bruno Pomar, le cuir d'Aubrac, il a une spécificité par rapport à un cuir, je sais pas moi, de Primolstein ou de Blonde d'Aquitaine? Et en fait, chaque cuir aura une destination particulière. Donc on a un cheptel allaitant, on a un cheptel laitier, et le cuir sera utilisé en fonction de l'usage final, que ce soit une chaussure, un canapé, du cuir de voiture, harnachement pour l'équitation. Enfin voilà. Donc il y a sac. Oui, alors effectivement, j'oublie la spécificité française. C'est les hommes qui y pensent en général. Pardon. Effectivement, le cuir de veau sera davantage utilisé sur la maroquinerie. Absolument. Philippe Bilger. Je vous trouve très convaincant, mais j'entends beaucoup de gens dire que, au fond, la manière dont on élève les vaches, les animaux, en quelque sorte, n'a pas beaucoup d'importance sur la qualité de ce qu'on mange.
Et vous confirmez que lorsqu'on les élève, comme vous le dites, ça a une incidence directe sur la qualité de ce qu'on mange et sur leur... On imagine mal que le fait de les mettre à l'air ou de... Est-ce que c'est tellement fondamental ? Ah oui, c'est un impact fondamental. Enfin, pardon, je te laisserai parler après Casimir, mais je pense que oui, la façon dont on les élève a un impact sur la qualité organoleptique après de la viande en elle-même, mais au travers aussi de ses conditions de développement. Un animal qui va, par son alimentation, avoir accès à une alimentation de qualité, une herbe variée, ça va se ressentir bien sûr dans sa production et dans son équilibre, dans son développement en général. Donc c'est un lien direct qui est fondé, prouvé. De bonheur pour l'animal aussi. Oui. Alors c'est un peu le paradoxe du monde de l'élevage, c'est qu'on s'efforce de faire naître nos animaux, on connaît leur destination, mais on met toute notre énergie et notre volonté pour leur donner une vie la plus saine et la plus conforme à leurs attentes possibles. Et ça, il faut le marteler, on ne le souligne pas assez, mais c'est une vérité. Et pour ça, l'agriculture française en est un exemple exceptionnel au niveau mondial, et notre race tout particulièrement, bien sûr. Un petit mot sur la filière, sur le nombre d'entreprises qui sont liées en tout cas à cette filière, le nombre d'emplois aussi, parce que c'est une valeur qui n'est pas à négliger quand même. Ah oui, tout à fait. Et surtout que dans notre région, je parle pour nos régions, dans le berceau de Race, où on a beaucoup de zones qui sont inconvertibles. C'est-à-dire l'Aveyron, la Lozère, une partie de l'Aveyron, une partie de Lozère et une partie du Cantal. C'est ça. Berceau de Race de la race Aubrac. Dans cette région, il y a beaucoup de zones qui sont inconvertibles. C'est-à-dire que la seule destination des protéines végétales, c'est la transformation par l'animal, pour après être consommé par l'homme, puisqu'on n'est pas biologiquement fait pour pouvoir consommer ces productions végétales. Donc c'est une nécessité. Bruno Pomar. Je voulais revenir au... Il est en train de manger, c'est pour ça, et comme c'est très bon... Mais c'est une tuerie. Il ne peut pas faire les deux. Manger, c'est une tuerie. Il manque à boire, mais c'est une tuerie. Juste une question, alors, concernant ce qui s'est passé il y a quelque temps sur les abattages et la vaccination. Est-ce que vous avez été beaucoup impacté ? Et deuxième question, ça je le sais de gens de Chambre d'agriculture qui m'ont dit, ça ne plaît peut-être pas, ça ne va pas vous plaire, mais qu'il y a du trafic d'élevage qui vient de l'étranger, en France, et qui ne respecte pas les règles. Est-ce que vous pourriez me répondre à cette question ? Parce que je l'ai entendu, je ne l'invente pas, je l'ai entendu. Alors là, j'ai pas de réponse. Je ne vais pas surtout semer le doute. Les comportements humains tendancieux doivent être sûrement pareils à tous les niveaux. Peut-être qu'il y en a chez les agriculteurs. Après, j'en ai pas connaissance, donc je ne vais pas détailler là-dessus. Et après, si on enchaîne sur la problématique sanitaire, nous, la région Occitanie a été sévèrement touchée. On croise les doigts pour que l'épisode soit définitivement terminé. Clos, oui. Voilà, et on passe à autre chose. Exactement. Justement, on va passer à autre chose parce que c'est la pub dans un instant. On va revenir sur la 6e zone réglementée mise en place pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse qui a été levée, mais on va voir les enjeux et en tout cas ce que ça a pu générer sur la filière. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du salon de l'agriculture, on est toujours sur le stand de l'Aubrac en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Et je crois que notre réalisateur s'amuse beaucoup avec des messages. Mais vous savez, Maxime, vous vous amusez beaucoup quand même bien sûr, toujours. Vos vaches cochons, est-ce que vous êtes là ? Ah oui, on est là. Moi, il y a une chanson de Dalida qui s'appelait Laissez-moi chanter. Là, je pense que les vraies voix, c'est plutôt Laissez-nous manger. Parce qu'il y a un plat de chez Conquet devant nous et je peux vous dire que le pâté en croûte, le chorizo, la saucisse sèche de bœuf, parce que c'est de la charcuterie de bœuf, vraiment première classe. Voilà, en tout cas. C'est très dangereux, ça nous détourne de la chose intellectuelle. Vous inquiétez pas, moi je vais vous remettre dedans. Philippe Bilger est avec nous, il y a Bruno Pomar aussi. Mettre Bilger dans l'intellectualisme, vous avez de l'espoir. Ancien membre du RAID et autour de cette table, Lénaï Manéa, qui est délégué général de la Fédération des cuirs et peaux brutes, et puis Mathieu Causse, président de la race Aubrac, Casimir Conquet, président de la maison Conquet, et on est en train de discuter, de déguster en tout cas les produits de cette maison magnifique boucher charcutier de l'Aubrac, avec une chose importante, c'est le secteur agricole qui désigne finalement une réduction aujourd'hui, Mathieu Causse, du cheptel, et comment aujourd'hui on explique ça? Oui, alors effectivement, on a perdu énormément de cheptel allaitant en France, mais aussi en Europe.
On est quasiment sur un peu plus d'1,5 million de vaches en moins. Comment on l'explique ça? Alors en fait, c'était par rapport d'agriculture, l'élevage allaitant. Il y avait très peu de rémunération avec, comme l'a dit tout à l'heure Casimir, une implication forte en termes de temps de présence, temps de travail. Oui. Et donc peut-être on n'a pas su envisager un avenir plus heureux pour cette filière et on n'a pas su l'accompagner. Ce n'est pas que par des subventions, des aides, mais maintenir les gens sur nos territoires, ça passe aussi bien évidemment par la rémunération, par son travail, donc par le produit. Mais ça veut dire que ça peut revenir ou pas? On peut imaginer que on rééquilibre? Oui, là très récemment notre filière connaît une grosse bouffée d'oxygène liée principalement au problème d'offres et de demande. Il y a tellement eu une baisse drastique des effectifs que les prix se sont envolés, mais trop rapidement. Ça devrait être dû préparer puis construit pour maintenir les gens sur les territoires parce qu'on a quand même perdu beaucoup d'éleveurs. Lénaïque Manéa, la baisse du cheptel, ça pose pas de problème pour les approvisionnements en cuir? Oui, ça parce que s'il y a moins de matières premières, c'est plus compliqué. Vous êtes obligé d'importer du cuir ou alors on arrive encore à s'en tirer avec la production française? Comment ça fonctionne? La décapitalisation, effectivement, ça a un impact surtout sur le gisement cuir et sur nos collecteurs de peau. La collecteur de peau, en fait, c'est le maillon de la chaîne entre l'abattoir et le tanneur. Oui. Donc ils ont une expertise, un savoir-faire qui permet de déterminer en fait quel pot ira à tel tanneur en respectant des exigences techniques et qualitatives. Et qualitatives, absolument. Et sur le moment où effectivement vous récupérez la peau et le moment où elle est manufacturable entre guillemets, il se passe combien de temps? Ou ça peut aller oui, ça va jusqu'à plusieurs mois pour un tannage. On va rentrer dans des détails techniques. Je ne suis pas la spécialiste de ce qui est tannage. Donc, suivant la technique de tannage utilisée, on peut aller à plusieurs mois en fait de tannage avant d'obtenir un cuir fini. Et vous travaillez pour des grandes marques? Alors, c'est ma collègue. Des grandes marques de voitures comme de luxe? Alors, j'ai une collègue tout à l'heure qui travaille justement pour la Fédération française de la tannerie et je pense qu'elle tient en avance, excusez-moi. Voilà. Non, mais je vais faire un gueuler par rapport. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours ou en avance ou en retard, mais jamais quand il faut. C'est ça le problème. C'est ce qu'on vous reproche. Excusez-moi, il y a de la police. Est-ce que je peux me permettre de... Je suis frappé de voir le gouffre qui existe entre la dilection, l'affection des Français pour les agriculteurs, quel que soit le registre, et le fait que l'État a du mal à tenir ses promesses. Comment expliquez-vous ce hiatus entre les deux? Casimir, peut-être non? Oui, mais je pense que ce delta, il est... bien proche du micro. Voilà. Ce delta, il doit être au niveau de l'économie mondiale, parce qu'en fait... ce que vous parlez des éleveurs, la France, on est sur le micro-marché et malgré tout, on est vraiment détenu par le marché mondial, c'est-à-dire qu'on est presque sur une agriculture en bourse. Et cette agriculture-là, en fait, elle est menée par la loi du marché. Il y a une question qui se pose, notamment pour les éleveurs bovins. On a parlé de la signature du Mercosur il y a un peu moins de 2 mois, c'était début janvier. Est-ce que ça a un impact, y compris sur la viande de très haute qualité comme la race Aubrac? Parce que si je ne m'abuse, l'Aubrac est considéré parmi les 5 meilleures races à viande du monde. Est-ce que pour vous, ça a un impact? Ou est-ce que c'est juste un impact, ça va juste avoir un impact sur les viandes qui ont moins de qualité, moins de valeur ajoutée, on va dire? Je pense que ça aura un impact sur tout type de viande, mais l'impact le plus important, je trouve, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est le manque d'accompagnement de nos politiques. Il a fallu que la profession et tous les éleveurs se dressent vent debout pour arriver à être entendus et qu'on commence à imaginer que ce n'était pas un accord favorable à l'agriculture. Alors que c'est un accord qui a mis 30 ans, qui a eu 30 ans de gestation, oui. Et là on a l'impression qu'on le découvre il y a 2 mois, alors qu'il y a eu 30 ans de préparation. Je veux dire, Mais c'est une responsabilité collective en fait, depuis 30 ans, et tout à coup on découvre que... Et pourtant les agriculteurs se battent depuis des années et des années. Oui, je trouve que c'est quand même un désaveu pour l'élevage français en général, de non-accompagnement des pouvoirs publics par rapport à une vision d'avenir et une pérennité de l'exploitation. Comment on se relève de ça? C'est quoi l'avenir en fait? Même si je sais que vous êtes plutôt très positif sur l'avenir, que ce soit vous, Mathieu ou Casimir, en tout cas l'ensemble des agriculteurs, de dire de toute façon, j'ai l'impression que vous vous relevez à chaque fois. Comment on imagine l'avenir?
Je pense que ça tient par la passion, et alors c'était un peu désuet comme message, la passion et l'amour de notre métier et de nos territoires. Ces valeurs véhiculées par la France, cette meilleure agriculture au monde, elle tient surtout par les hommes et les éleveurs notamment aussi, mais l'ensemble de mes confrères agriculteurs. Je pense que c'est par la passion, et tant qu'on donnera... Les hommes avec un grand H. Avec un grand H, oui. Alors, bien évidemment, parce que voilà. Mais en tout cas, je l'avais compris comme ça. Oui, vous l'aviez bien compris. Vous parlez de la passion qui amène parfois à des suicides, malheureusement. Oui. Et quand vous parlez de passion, c'est bien, mais pour en arriver au suicide, on se demande parfois, est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Oui, tout à fait. Surtout quand on voit dans la brutalité et l'absence de communication, ou la maladresse dans la communication et dans les prises de position, on arrive à des catastrophes. Alors on pense surtout à tous nos confrères touchés par les crises sanitaires récentes et tous ceux qui ont été malheureusement endeuillés. Mais je pense qu'il faut quand même porter un message positif. On a tous les atouts en main pour relever les défis de demain, justement. On est évidemment au Salon de l'Agriculture à Paris. Les produits finis comme les produits conquets, on arrive à les exporter, on commence à les exporter aussi un peu vers des pays où on aime bien la bonne bouffe, comme on dit, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Désolé, je vois un peu plus le sud de l'Europe que le nord. C'est les voyages qui m'ont appris ça. Oui, c'est des produits totalement exportables. Ils sont, mais voilà, on est un peu cocorico, et on est là pour mettre en avant le savoir-faire français qui a le droit de s'exporter et qu'il faut qu'il s'exporte à nos originalités. Ces originalités, il faut en être fiers et les promouvoir au maximum. Et vos concurrents au niveau européen, c'est qui ? On n'en a pas. Voilà, pas du tout. Dans le même registre, non. Il y a la qualité. Oui, oui. Bah oui, mais monsieur. Je parle de l'élevage de façon générale. On est tous concurrents si on va par là. Ouais. Mais là, c'est comme est-ce qu'il y a la concurrence avec les vraies voix ? Non, il n'y en a pas. C'est une question de qualité. Voilà. Et sur le cuir, la problématique est la même, parce que le cuir, c'est quand même un matériau on ne peut plus noble. D'ailleurs, on a même des petites vaches en cuir que vous nous avez apportées. La vachette. La vachette, c'est pas celle d'Interville. Hein. C'est la vachette. Elle est un peu plus petite. Et est-ce que vous, parce que le savoir-faire français, on pense évidemment aux marques de luxe, qui sont quand même très excédentaires au niveau des exportations, c'est quand même aussi une valeur cardinale, la qualité de la matière première du cuir français pour les marques de luxe. Absolument. Et on a deux axes de travail, notamment avec les éleveurs qu'on accompagne sur certains points. La filière française du cuir a longuement accompagné sur la vaccination contre la teigne, notamment. On finançait une partie du vaccin. C'est rentré désormais dans les pratiques courantes. Ça laissait des traces en fait sur les peaux. Et donc voilà, là on est très contents, très heureux du résultat. Et on a un autre travail qui se fait. Donc j'ai deux collègues que vous aurez tout à l'heure également et qui travaillent à l'accompagnement en fait dans les abattoirs, parce que la peau passe aussi par là. Donc l'accueil des animaux au sein des abattoirs, voilà la façon dont ils sont abreuvés, accueillis, etc. Et ensuite la préservation, la manipulation de la peau, donc ce qu'on appelle le travail de dépouille, et ensuite la conservation. Ils vous en diront plus tout à l'heure. Mais on est très bien placé sur les marchés mondiaux aujourd'hui. Oui, alors le marché mondial est quand même difficile, mais nous sommes les 3e exportateurs de cuirs et peaux c'est vachement bien. au monde. Derrière quel pays vous avez on a le Brésil et les l'Argentine ou les États-Unis, mais qui ont un cheptel beaucoup plus grand que nous. Absolument. Donc ça n'est pas comparable. Mais on n'a pas la même qualité. Voilà. Mais dans notre cœur, vous êtes les premiers. Dans notre cœur, vous êtes les premiers. Philippe Bilger. Est-ce que tous les citoyens que vous êtes, est-ce qu'au fond, il ne pourrait pas y avoir une unité du monde agricole pour s'accorder sur les maux qu'il menace ? Parfois, je me dis que l'agriculture devrait échapper à l'esprit partisan. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que tous les gens de bonne foi pourraient comprendre ce qui ne va pas. Est-ce que c'est concevable dans notre vie politique un petit peu effervescente ? Sûrement, malgré que l'on soit animé des meilleures intentions, je pense qu'on n'a pas échappé, nous les agriculteurs, à cette radicalisation, cette polarisation, et on a du mal à avoir conservé ce qui faisait notre force, notre bon sens paysan, où on était capable d'outrepasser des divergences de territoire, de politique, de conception, pour défendre une cause commune de bon sens. Et je pense que, bien que tardivement, l'agriculture n'y échappe pas.
je le regrette profondément, mais sachez que tous les acteurs et tous les éleveurs et tous les agriculteurs sont motivés à recréer cette union pour pouvoir être entendus et continuer à promouvoir cette magnifique agriculture française. Vous croyez y arriver avec la FNSEA, la Confédération rurale, etc. Parce que visiblement... Coordination. La coordination rurale, il y a l'autre aussi. Visiblement, c'est pas le grand amour, ou je sais pas, il y a des divergences. Alors, personnellement, mon mandat, moi, il vient des éleveurs de race Aubrac, donc on est apolitique et non syndiqué. Effectivement, l'opposition est regrettable. C'est vrai, cette radicalisation. Alors, après, charge à nous de remettre du bon sens là-dedans. C'est pas évident, mais peut-être c'est le moment, là, après ces crises sanitaires destructrices, de resserrer les troupes, les liens. Ouais. C'est ça. Un dernier mot avec vous, Casimir Conquet, sur ce métier formidable de boucher, charcutier, en tout cas. Donnez-nous encore envie, en tout cas, de ces jeunes aujourd'hui qui se posent la question, disant vers quoi je vais aller, de se dire que ces métiers, effectivement, du commerce, de l'alimentation, de la souveraineté française est finalement un miracle. Oui, bien sûr, c'est des métiers qui ont beaucoup de sens. On a parlé d'un peu de politique pour ceux qui suivent ou suivent pas, mais aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a de l'éducation qui est à mettre en avant, parce que nos consommateurs ont changé leur mode de fonctionner. On consomme de plus en plus de produits transformés et de moins en moins de produits bruts. C'est vrai. Et je pense que c'est tout aussi important que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rééduquons nos consommateurs à aller vers une viande saine, rééduquons le consommateur et la consommatrice à cuisiner. S'ils cuisinent, ils iront chercher forcément une viande plus triée, plus de qualité, comprendront ce qu'ils mangent aussi. Et en matière de santé publique, on est bien. Et on sera beaucoup mieux. Absolument. Merci en tout cas Lénaïg Manéa d'avoir été avec nous, délégué général de la Fédération des cuirs et peaux. Merci beaucoup Casimir Conquet. Merci beaucoup pour cette dégustation incroyable, président de la maison Conquet. Mathieu Cos, on vous garde et on revient dans un instant. À tout de suite, bienvenue. On est en direct de l'Aubrac et on est en partenariat avec l'Alliance France Cuir. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.